Merci de cette invitation à parler en 20 minutes de l'historique de la PAC. Donc, je vais prendre l'autoroute si vous voulez bien. Mais je vais essayer quand même de revisiter, notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément tout ça en tête, de revisiter certaines étapes qui ont marqué la PAC, mais derrière ça, marqué l'élevage en France et dans les autres pays européens. Alors, comme on a tout écrit, ça va me permettre d'être plus cool à l'oral. Avec Hervé Guillaumard, ici présent, et Cécile de Tendesante, qui ont coordonné un bouquin, on a publié en français et en anglais un ouvrage sur la PAC qui raconte un peu la vision qu'on a de cette affaire complexe et qui est publié aux éditions Quae. Et on a aussi, sur un plan plus technique, produit un rapport pour le Parlement européen sur la question de la compatibilité entre la politique agricole commune telle qu'elle est formatée pour la période 2023-2027 et je dirais, les ambitions plus globales du Green Deal. Donc je vous livre en pâture, c'est le cas de le dire, ces éléments qui sont des compléments utiles à ce que je vais très rapidement découler avec vous dans une histoire de la PAC que je vais faire en 4 points. Et pour gagner un peu de temps, on va aller directement sur le premier point. Le premier point, en fait, quand on m'a demandé de faire cet exercice que j'aime mieux faire en cours qu'en conférence, où on a beaucoup plus de temps, je me suis dit, en fait, vous voyez, la nouvelle PAC fixe 9 objectifs, bien classés, etc. Et je me suis dit, mais d'accord, acceptons l'idée que ça soit vrai, mais finalement, est-ce que ces objectifs du traité de Rome, que vous connaissez, donc je ne vais même pas les lire, les 5 objectifs du traité de Rome, est-ce qu'ils sont encore d'actualité ou est-ce qu'ils sont has-been? Et en fait, je pense que rien que là-dessus, on pourrait passer des heures pour se mettre bien d'accord sur en quoi ces objectifs, qui sont vieux maintenant, sont ou non toujours d'actualité. Je vais prendre 2-3 éléments. Sur la question de la productivité en agriculture, je ne crois pas qu'on soit dans une période où on dise aux agriculteurs qu'il faut être moins productif. Par contre, la valeur travail qui était placée au cœur de l'objectif est peut-être moins forte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on met plus en avant la productivité, par exemple, des consommations intermédiaires. Parce qu'évidemment, il faut un monde plus efficient. Sur l'objectif de la stabilisation des marchés agricoles, il y a eu beaucoup de vécu depuis. On en parle dans des termes qui sont aujourd'hui évidemment très différents. Sur le fait d'assurer aux consommateurs des prix raisonnables, on pourrait être très long à cette époque de l'inflation, mais on peut dire quand même, si on veut aller rapide, que la PAC a fait son job. Elle a fait plus que son job. Aujourd'hui, la part du budget des ménages allouée à l'alimentation, tout compris, c'est à peu près 20% aujourd'hui en France. Quand c'était 35% au début de la PAC, on peut dire qu'une grande partie du chemin a été fait, même si la conjoncture actuelle nous amène à être prudents. Et de la même manière qu'on peut le faire sur les objectifs, on peut aussi s'interroger aujourd'hui, on pourrait écrire là-dessus d'ailleurs, sur en quoi les 3 grands principes, vous vous rappelez bien, l'unicité des marchés, la préférence communautaire et la solidarité financière, en quoi ces 3 principes fondateurs de la PAC sont-ils toujours ou pas d'actualité? Sont-ils ou pas attaqués quelque part aussi par le fait qu'on est passé d'une Europe à 6 à une Europe aujourd'hui à 27, qui a modifié en fait les équilibres politiques sur un certain nombre de variables. Alors il y a eu beaucoup de chemin de fait, je vous épargne évidemment aujourd'hui les montants compensatoires monétaires et cette complexité affolante de la politique agricole commune. Mais quand on parle de PAC et d'élevage, il y a des gens qui ont quelque part suivi l'histoire et on a eu une première phase qui a été à mon avis déterminante. Alors c'est pas toujours simple de voir pourquoi on a fait ces choix-là quand on regarde dans les textes d'origine. Mais on a classé à l'époque, on a fait nos 21 organisations communes de marché qui sont devenues une seule en 2007 et on a classé les produits dans des boîtes, dans des types d'OCM. Et l'élevage est clairement tombé dans la première, dans laquelle finalement, où il y avait à peu près 70% de la production agricole, et dans laquelle on avait choisi de protéger le marché par des prélèvements variables aux importations, par des droits de douane, enfin des droits de douane qui étaient des prélèvements, par des prix garantis et par des restitutions aux exportations. Et ce choix historique, bon, il a bien fonctionné, mais il n'a pas été appliqué dans tous les secteurs de l'agriculture. Et ce qu'on pourrait, quand on s'interroge sur le passé, c'est de se dire, mais est-ce que les raisons qui avaient prévalu à ce choix de classement seraient toujours les mêmes aujourd'hui? Je pense que oui, et notamment la notion de territoire. Alors, quand on déroule le fil conducteur de la PAC, il est évident qu'il y a eu le fameux plan Mansholt, et puis à chaque fois, moi j'ai beaucoup de plaisir à relire, parce que maintenant on les a sur le web,
les mots qu'on utilisait à l'époque. C'était complètement choquant pour les agriculteurs de l'époque. Ça avait justifié des manifestations d'éleveurs très importantes. Mais ça a débouché. Alors, le plan Mansholt, lui, il n'a pas débouché tout seul, mais il a débouché sur des directives, après le plan Mansholt, qui ont conduit à structurer l'élevage et l'agriculture. 3 directives majeures en 1972, la modernisation des exploitations agricoles, la cessation anticipée des agriculteurs à l'âge canonique de 55 ans, et des informations économiques et structurelles et l'incitation à la formation professionnelle. Ça a été absolument majeur, après les lois d'élevage de 66, etc., sur le formatage en fait de l'élevage en France. Et puis pour ceux, alors Martial, il faut que j'en parle quand même, pour ceux qui sont en montagne en France, Jacques Chirac, à l'époque de mémoire, on a instauré la fameuse ICHN. Alors qu'a été reformaté, parce que l'OMC est passé par là, c'était l'aide à l'UGB, c'est devenu l'aide à l'hectare. Il y a eu des modalités de versement différents, mais c'est quand même une aide qui a 47 ans d'origine et qui a sa pleine justification, et on va voir avec l'exposé suivant, qui a été quand même bien préservé dans le cadre du PSN français. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important de noter derrière les transformations progressives de la PAC, c'est que pour certaines catégories d'aides, finalement, il y a une très grande pérennité, même s'il est vrai, et on s'en passionne, il y a une déclinaison technique de ces dimensions pour le ciblage des aides qui peut nous intéresser. Mais globalement, il y a de la persistance. 1977 a marqué pour moi un arrêt de la PAC avec l'arrivée des taxes de co-responsabilité dans le lait. C'est là où on a commencé à dire, les gars, c'est bien, mais ça marche trop bien la PAC. Et donc, on produit trop, on commence à avoir des excédents, il faut qu'on trouve des solutions. Première solution, taxe de co-responsabilité. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché suffisamment par rapport à l'ampleur des difficultés. Si bien qu'en 84, dans un contexte français, j'ai revu ça, où il y avait beaucoup de manifestations à Laval, etc., contre les quotas laitiers. Bon, on a instauré les quotas laitiers. Et ce qui est très important dans la journée d'aujourd'hui, c'est que les quotas laitiers ont eu toute une histoire jusqu'en 2015, mais avec des applications dans les États membres extraordinairement contrastées. C'est-à-dire qu'on n'a pas découvert la subsidiarité avec le PSN de 2022. On a eu tout au long de l'histoire de la PAC, tout un ensemble de modifications, d'interférences dans les États membres. Et comme vous le savez, en France, on a eu un choix très fort, qui a été revisité depuis lors, qui était de fortement connecter l'activité laitière au territoire, et ça a donné la cartographie laitière qu'on connaît par cœur, mais qui a déjà beaucoup bougé depuis 2015. Et puis on a eu 84, la discipline budgétaire, je ne pouvais pas le passer. C'est à partir du moment où on a commencé à considérer que la PAC coûtait cher et qu'il fallait devenir raisonnable, c'est-à-dire d'éviter le risque d'une dérive financière, si bien que l'augmentation du coût de la PAC à l'échelle européenne était calibrée sur le PIB, sur la croissance du PIB, de telle sorte que on ne soit pas en dérive budgétaire. Et puis on a bricolé, on a continué à bricoler dans un contexte où en 86 les États-Unis étaient très puissants et commençaient à contester par le canal de nos restitutions le rôle que l'Europe avait sur les marchés extérieurs. Et on a bricolé avec les quantités maximales garanties, rappelez-vous, qui ont été appliquées à différentes époques. Tout ça est toujours compliqué. Tout ça est toujours aussi une montée progressive dans le temps des instruments de la politique publique. Et puis, après ces quantités maximales garanties, on a accouché. Alors c'est là que je suis arrivé, moi, pour faire mon mémoire de fin d'études à l'INRAE, sur la réforme de Max Chiary, donc juillet 91. À l'époque, rappelez-vous, on avait proposé une réforme sur le secteur laitier. On avait même imaginé des primes à la vache virtuelle. On calculait une vache, mais ce n'était pas une vache réelle. Là, on a commencé à amener pas mal de complexité pour le monde agricole. C'était évidemment passionnant. Alors, la jachère, qui a suscité tant de débats, tant de photos, tant de crispations à l'époque. Alors, Max Chiary, pour moi, pour nous tous, je pense que c'est quand même le Big Bang. Ça a été le Big Bang et en fait on s'en est parmi. Les éleveurs sont toujours aussi dépendants des aides. Alors elles sont de nature différente, on va le voir tout au long de la journée, mais on s'en est parmi. En fait on a décidé un truc majeur, c'est de devenir plus compétitif sur le marché mondial, d'intégrer progressivement, c'était le début, les questions environnementales dans la politique agricole commune. Et puis à l'époque on parlait beaucoup, ça m'a séduit quand j'ai relu ça, des fameux PSC. On parle plus beaucoup comme ça maintenant. Les produits de substitution des céréales. Et on voyait qu'il y avait des jeux concurrentiels par le canal de l'alimentation animale qui pesaient sur l'agriculture européenne. Et donc cette réforme, elle est venue
sous la contrainte interne, des contraintes budgétaires, des contraintes de maîtrise de l'offre dans une période d'excédent, mais elle est aussi beaucoup venue, et c'était parfois difficile de l'expliquer au monde agricole, par des contraintes externes, et notamment par cette fameuse OMC qui commençait en 92 à pointer le bout de son nez, dont on ne savait pas trop s'ils allaient classer les aides dans la boîte bleue ou la boîte orange, mais on voyait bien que le sort de la politique agricole commune n'était pas qu'une affaire européenne. Et je pense que depuis, on a quitté cette naïveté. On voit bien que la PAC, à chacune des réformes qui sont intervenues, est intervenue dans un cadre où on tenait compte des dimensions internationales. Bon, cette réforme, chacun s'en souvient, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails des mesures, mais ça a été la baisse des prix. Pour la première fois, ça a été une mécanique, je m'en souviens encore, de ce plan de régionalisation des céréales, où on a fait plein de choix en France, qui étaient des choix peut-être même plus engageants que ceux qu'on vient de faire, dans lequel on choisissait de donner plus d'aide à l'hectare dans des régions où les rendements étaient plus élevés, parce que l'objectif à l'époque, rappelez-vous, c'était de compenser intégralement la baisse des prix dans chacune des exploitations, et si bien que les régions les plus pauvres en France avaient des montants d'aide à l'hectare plus faibles, ce qui a justifié bien longtemps après, la fameuse uniformisation des droits à paiement unique, où on a essayé de contrebalancer des choix historiques. Et la PAC est souvent faite en fait d'aller et retour sur des choix qu'on fait puis qu'on corrige, et notamment sur la question des aides directes. La maîtrise de production est arrivée, et je passe. L'accord du GATT, on pourrait être tellement long que je vais simplement vous dire que ça a été très évident qu'à partir de 1995, il y a eu une pression externe et qu'on a contraint la politique agricole commune. Alors peut-être qu'on était un peu trop réglo, j'ai envie de dire, par rapport aux Américains, par rapport aux autres. On pourrait relire un peu l'histoire. Mais clairement, on a essayé de mettre la politique agricole commune dans la conformité à des exigences extrêmement rigoureuses. Je me rappelle par exemple de l'article 6 de l'annexe 2 de l'accord agricole sur la définition de ce que sont les paiements verts. Ça, c'était fabuleux, avec 5 ou 6 points, et qu'on apprenait par cœur parce qu'on avait du mal à comprendre les mots, ils étaient un peu nouveaux pour nous. La notion de aide distorsive de la production et des échanges, quand on allait expliquer ça en assemblée générale sur le terrain, c'était pas toujours simple. On disait, mais vous nous parlez de quoi, les gars? Enfin, on ne comprend pas. On a traversé tous ensemble tout ça. On a eu aussi la tarification, le changement des prélèvements variables aux importations en droit de douane fixe. Ça a été un élément majeur. La tarification a changé le rapport au commerce, quelque part, et la relation commerciale qu'on avait, dans le sens où il a fallu ensuite baisser les droits de douane. Et ça a évidemment incité la politique agricole commune à baisser ses prix garantis pour être en mesure de mieux passer dans ce contexte devenu plus contraint et dans lequel les restitutions aux exportations, qui nous permettent d'être compétitifs sur les marchés internationaux, ont plus ou moins rapidement été contestées. Pas simplement par les Américains, mais par l'accord lui-même, lesquelles restitutions aux exportations ont complètement disparu en 2013. Mais l'annonce de la disparition était déjà dans les germes de ce qui était annoncé à partir de 2015. Bien sûr, 7 années après la réforme de la PAC de 92, on a eu ce qu'on appelle l'Agenda 2000. Oh, pas grand-chose de neuf sous le soleil. On a continué la même logique. On a baissé le prix une nouvelle fois, finalement, de la viande bovine de 20% à l'époque et des céréales de 15%. On est allé au bout de la réforme de 92 et on a quand même introduit des éléments nouveaux. On a accepté l'idée que la compensation ne serait que partielle, alors qu'en 92, l'objectif est de compenser intégralement la baisse des prix garantis. Là, on a introduit des petits cliquets nouveaux et puis, bien sûr, on a gravé dans le marbre une structuration de la PAC en 2 piliers avec la régulation des marchés et des aides, premier pilier, et puis le développement rural, dans toutes ces déclinaisons qui ont été revisitées 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on enchaînait réforme sur réforme. On a eu l'accord de Luxembourg. Cet accord de Luxembourg, là, il a ramené des nouveaux éléments. Et il nous a dit, voilà, le DPU, tout ça, les aides couplées aux facteurs de production, c'est bien. Mais du fait de l'OMC, il va falloir découpler les aides. Et c'est à cette époque où est né le fameux petit DPU. Alors on avait du mal à le prononcer au départ. Le droit à paiement unique, c'est pas des mots qu'on apprend au lycée agricole. C'est des mots un peu compliqués, quoi. Un droit à paiement unique, allons-y. Alors les droits à paiement découplés. Et ces paiements découplés, finalement, c'était l'idée selon laquelle on pouvait aider les agriculteurs, mais de façon
déconnectés de leur action productive. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs avaient le choix de leur production. On entrait pleinement dans le découplage avec le renforcement des mesures du second pilier. 5 ans plus tard, c'est pour vous dire ceux qui n'ont pas suivi ça de près, hein, bilan de santé de la PAC. Alors un bilan de santé, ça fait un peu cool comme ça, on se dit ça, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'a pas été, le diagnostic n'était pas terrible parce qu'on a fait une réforme de nouveau et cette réforme, c'est l'uniformisation. C'est cette idée que les aides directes à l'hectare étaient trop différentes entre les agriculteurs et donc on a instauré, selon une mécanique toujours complexe, la PAC c'est toujours complexe, c'est pour ça que c'est intéressant, une uniformisation, une simplification avec des étapes dans le temps, avec la suppression des soutiens couplés qui ne devenaient plus être à la mode, mais pour lesquels, et les filières d'élevage ici représentées ont beaucoup milité pour en maintenir, notamment dans la filière ovine, dans la filière allaitante, où le découplage entraînait le risque d'un arrêt de la production, et la France a soutenu cette idée du découplage. On a commencé à se détendre avec le bilan de santé de la PAC sur l'encadrement de l'offre, avec la suppression de la jachère, avec l'idée, on a eu du mal, avec l'idée que les quotas laitiers allaient être supprimés en 2015. Et c'est à partir de 2009 qu'on savait, avec l'augmentation graduelle des volumes en lait, que les quotas laitiers allaient être supprimés, mais dans un contexte français où, contrairement à 84, on était devenu un peu hostile à l'idée que les quotas allaient être supprimés. Et puis on a encadré plus fermement l'intervention. Vous me voyez arriver déjà, je suis en 2014. 2014, c'est la dernière réforme. C'est la réforme pour 2015-2020. Et là, on a encore évolué un tout petit peu. En fait, on a transformé les DPU en une colonne vertébrale à plusieurs vertèbres, hein, quelque part. Et on a mis, il y a le paiement de base, il y a le paiement vert, il y a le paiement redistributif, il y a le paiement au JA et tout ça. Et on a dit aux États membres, là-dessus vous pouvez pas. Et c'est à partir de ce moment-là que des réunions comme aujourd'hui sont devenues nécessaires pour essayer de comprendre la manière dont chaque État membre, quelque part, allait se saisir d'une PAC qui devenait incroyable. Ce d'autant que nous étions plus à 6. Mais nous étions à 27, alors on a beau lire les textes de la Commission, quand on a les 27 PSN sur une table, bien malin qui est capable de dire qu'il a une connaissance totale de tout ce qu'on va traverser ensemble cet après-midi. Alors on a restructuré, les pays ont fait des choix et en fait ce qui est très important pour nous c'est de comprendre pourquoi on fait ces choix et c'est peut-être l'intérêt de l'exposé qui va suivre que de les comprendre. Et puis en fait on a fait une réforme enfin sur le développement rural avec une modification une nouvelle fois, mais il n'a pas été complètement abandonné. Le développement rural il a été reformaté avec l'idée que la notion de la maîtrise climatique était très importante. Donc on a obligé les États à affecter une partie des fonds, jusqu'à 25-30% des fonds, sur cette dimension qui aujourd'hui a une grande résonance. On a constitué la réserve des crises, on a renforcé les organisations de producteurs, ce qui a fait l'objet de tant de débats en France suite à la fin des quotas laitiers en 2015, pour passer d'une économie régulée par les pouvoirs publics, quelque part, à une économie régulée par les acteurs industriels. Alors, j'arrive bientôt avec 2 minutes à la fin, vous voyez qu'on va y arriver. Le pacte vert, donc là on est dans la future réforme 2023-2027. La vraie difficulté qu'on a, c'est qu'il y a plein de textes qui sont hors PAC. C'est-à-dire, il y a les règlements de la PAC, donc ok, ça on peut bosser. Et puis à côté de ça, il y a plein de directives, il y a plein de règlements qui sont en dehors de la PAC. C'est-à-dire que la PAC est sous l'influence du Green Deal, sur la biodiversité, sur les enjeux climatiques, sur tout un ensemble d'autres facteurs, si bien que la PAC est un peu diluée dans les politiques publiques. La PAC est une des dimensions de l'intervention sur les marchés de l'agriculture. Et si bien qu'on est parfois un petit peu perdu entre les grandes ambitions fixées, assignées à la PAC, et puis la réalité de ce qu'on va entendre aujourd'hui sur l'application concrète de la PAC. Alors, ce qui est clair, c'est que il y a une chose à dire quand même, le budget a été extrêmement bien préservé, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, et notamment en France, parce qu'on a réussi quand même derrière cette complexité de la subsidiarité à garder des soutiens élevés pour la France, donc on a un budget qui est bien préservé, compte tenu de l'effet démographique actuel, on peut imaginer que le montant d'aide par agriculteur sur la période 2023-2027 augmente en dépit de la décroissance budgétaire, parce que la croissance du budget sera supérieure, la décroissance du budget sera moins intense, malheureusement peut-être, que la décroissance démographique. On a, et c'est le cœur de la journée,
un changement radical du modèle de gouvernance, donc je ne vais pas rentrer dedans. Je dirais peut-être une seule chose, qui vivra verra. Qui vivra verra, parce que, en fait, ce qu'on nous promet, au-delà des mesures, ce qu'on nous promet, c'est qu'on passe d'une culture dans laquelle on était dans des objectifs de moyens à une culture des objectifs de performance. Et tout l'enjeu pour tout le monde ici demain sera de voir les indicateurs qu'on va être capable de mettre en œuvre pour juger de la performance de la PAC et, si celle-ci est insuffisante, pour pouvoir la réorienter. Je ne présenterai pas évidemment l'architecture puisque ça va être mieux fait tout à l'heure et je terminerai mon propos par... Oh, j'en ai mis 5 parce que ça tenait sur une diapo, hein. Mais j'aurais pu en mettre 20. Hein. Mais 5 questions parmi d'autres, en tout cas moi qui me stimule pour continuer avec beaucoup d'autres à bosser sur la PAC. Le premier, et on aura un exposé tout à l'heure, le premier c'est en fait finalement tout bien pesé pour un agriculteur. La future PAC, est-ce que ça va changer la donne? Voilà. Ça c'est une vraie question. Est-ce que ça va l'inciter ou est-ce que finalement, une fois qu'il aura fait ses calculs, il dira, bon, comme d'hab. Comme d'hab, ça ne change rien. L'éco-régime, je suis sûr de l'avoir. Il ne va rien se passer pour moi. Je vais perdre 2-3 trucs. L'aide à l'UGB, l'aide à la vache à l'étang, tout ça, c'est du pipeau. C'est rien du tout. La réforme de la PAC ne va rien changer pour moi. C'est une vraie question. Deuxième chose, est-ce que les distorsions de concurrence entre les États membres sont susceptibles, vieux thème, est-ce que les distorsions de concurrence entre les États membres sont-elles en mesure de s'accentuer sous le fait qu'on a donné davantage de subsidiarité dans l'orientation des politiques publiques? Je dirais que ce n'est pas un thème nouveau. Je ne vais pas répondre à ces questions. J'ai mes avis, bien sûr, mais je ne vais pas répondre. Troisième, cette réforme sera-t-elle à la hauteur des ambitions fabuleuses du Green Deal? Je vais vous donner un exemple. Dans cette période où les producteurs de lait bio savent de quoi on parle, on ambitionne d'avoir 25% de la SAU en Europe en agriculture biologique, pas en 2050, en 2030. Alors, il nous reste 7 ans, 8 ans. Est-ce que c'est jouable? Question posée. Quatrième question, l'influence de la PAC n'est-elle pas décroissante par rapport aux autres politiques publiques sur l'orientation de l'agriculture? Et là, on voit bien tous les jeux diplomatiques, tous les jeux complexes qu'il y a, en fait, entre le rôle que peut avoir la Direction générale de l'agriculture et les autres directions, Jérémy connaît ça par cœur, et les autres directions à Bruxelles pour orienter le paquebot de l'agriculture. Et cinquième point, doit-on adopter les fameuses clauses miroirs? C'est-à-dire cette idée, alors qui est syndicalement très, très vendeur, qui est l'idée selon laquelle, comme les autres ils bossent mal, on va pas importer chez eux. Je pourrais être très long pour instruire ça, parce que la part de l'Europe dans les importations de production animale dans le monde est aujourd'hui assez ridicule. Assez ridicule. Tant en viande bovine qu'en lait, qu'en viande porcine. En volaille, c'est un petit peu moins vrai. Mais cette idée selon laquelle on serait envahi de produits animaux en Europe, il faut quand même pondérer, mais je veux bien qu'on discute de ça aussi, c'est important. Et puis, dernier point, alors ça, c'est une question qu'on peut se poser depuis la guerre en Ukraine, une question collective. C'est finalement, est-ce que c'est le bon chemin d'imaginer une politique agricole qui encouragerait une agriculture moins productive? Est-ce que c'est le bon chemin? Alors peut-être qu'on a les moyens en Europe d'avoir ce luxe, de la faire à la hollandaise, de produire moins pour respecter son environnement domestiquement, mais c'est une question auquel je n'ai pas fondamentalement de réponse. Est-ce que c'est le bon chemin dans le monde de fou dans lequel on avance, dans lequel le directeur du Programme alimentaire mondial déclarait dans Le Monde la semaine dernière qu'on va avoir, au rythme où on avance, 345 millions, je crois, de gens qui vont souffrir de la famine dès cette année? Voilà, il faut réfléchir. En fait, en tout cas, ce sont des questions vertes. Merci Philippe et Gilles des 2 minutes de quota supplémentaires que vous m'avez accordées. Je vous ai mis... Il y aura des pénalités. Il y aura des pénalités. Je vous ai mis les 14 commissaires à l'agriculture depuis 1958. C'était pour moi, j'ai préparé mon diaporama ce week-end, c'était un moment de détente. Et j'ai mis les trombinoscopes et je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas tous. Il y a 2 messages. Le premier, c'est que la représentation des femmes, c'est 6 ans et demi sur les 60 et quelques. Donc il y a du boulot. La deuxième, c'est que le mandat moyen est de 4 ans et demi quand on a eu des ministres 10 mois. Et le troisième message, c'est qu'on n'a jamais eu un Français et que le plus français de tous les commissaires
vous l'aurez cet après-midi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Vincent.